Oui, alors j'ai évoqué pour terminer le présent tout à l'heure, mais le présent c'est aussi pas mon présent à moi, c'est aussi le présent de la discipline, du contexte aujourd'hui. Alors bien sûr maintenant moi je suis à la retraite, même si j'ai encore des liens avec le milieu en quelque sorte, mais bien sûr beaucoup plus distendu qu'avant. Alors d'une part, tout ce que je peux dire, c'est qu'en effet l'anthropologie telle que je l'ai connue, pratiquée, surtout à la grande époque, si vous voulez, du début de ma propre carrière, les années 70, 80, tout ça, c'est une période qui n'existe plus. Je veux dire, elle est révolue sur plein d'aspects. Je dirais sur le plan des façons de faire du terrain, sur les paradigmes qui étaient scientifiques, auxquels on était liés, si vous voulez, plus ou moins, même si on les critiquait, si vous voulez, mais on les avait avec nous en bagage. Et puis, la référence à un milieu, si vous voulez, qui s'appelle l'africanisme, en quelque sorte, qui avait lui-même une histoire, qui était une histoire coloniale, évidemment, mais avec laquelle on dialoguait, si vous voulez, puisque, après tout, on lisait ce qu'avaient écrit nos prédécesseurs. Hein, on était en lien avec les prédécesseurs. Donc toute cette affaire-là, je crois, toute cette affaire-là est finie. Il y a encore, bien sûr, des études africaines. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent en Afrique, il y a des chercheurs. Mais le milieu lui-même, d'après ce que j'en sais, hein, a du mal à exister comme communauté, si vous voulez, alors qu'elle formait communauté à l'époque. Donc chacun fait un peu ses affaires. Voilà, donc, puis le type d'enquête n'est plus le même du tout. Par exemple, ce qui a complètement disparu de la scène, c'était ce que moi j'ai encore fait, mais que d'autres ont fait, c'est la monographie ethnique. Je veux dire, la monographie ethnique était un exercice, si vous voulez, de la discipline qui était presque obligé, hein, qui était ce par quoi étaient passés les grands noms de la discipline, Malinowski, voilà, et tous les grands noms, qu'ils soient français, britanniques, américains, on ne jurait que par des ethnies ou par des populations qui étaient étiquetées patrilinéaires, matrilinéaires, etc., etc. Voilà, acéphales ou pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y avait des étiquetages, si vous voulez. Il y avait les fameux dossiers à la bibliothèque de Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale, où il y avait les fameux dossiers ethnie par ethnie, si vous voulez. Donc c'était vraiment, et c'était en même temps, c'était une sorte de modèle, mais c'était aussi initiatique. On apprenait le métier, et donc il y avait des gens qui y arrivaient et d'autres qui n'y arrivaient pas. Moi j'ai connu des échecs, des gens qui, soit pour des raisons où ils trouvaient que le terrain était dur, soit parce qu'ils tombaient malades, soit parce que, vous voyez, il y avait tout un... Donc il y a eu donc il y avait un côté initiatique presque dans ce... Enfin oui, où on faisait la preuve qu'on savait, qu'on pouvait devenir ethnologue, qu'on était ethnologue. C'était initiatique. Donc tout ça, moi je ne connais plus un seul étudiant, doctorant, et depuis déjà plusieurs années, qui font une monographie ethnique. Je ne sais pas si c'est en Belgique la même chose. En tout cas, en France, c'est pareil. On essaye de pousser. Voilà, d'accord. En tout cas, voilà, donc toute cette époque-là qui faisait que, du coup, il y avait des comparaisons, il y avait du comparativisme, il y avait toutes ces choses-là qui se faisaient, qui faisaient que la discipline existait, comme anthropologie. C'était ça. Alors ça pouvait être sur différents terrains, ça pouvait être sur la parenté, sur les rites, sur le pouvoir politique, vous voyez, c'était sur différents thèmes, mais il y avait de la comparaison. Donc voilà. Tout ça, aujourd'hui, existe de moins en moins. Donc il y a d'autres types de terrains qui se font sur des objets. Moi j'ai quand même vu ça un tout petit peu arriver, y compris quand on a commencé à travailler sur la maladie.
La maladie, après, on a travaillé sur des choses beaucoup plus spécifiques, etc. Donc, Marc Auger, qui avait lancé l'anthropologie de la maladie, il ne voulait surtout pas que, que ça soit de l'anthropologie médicale, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas faire une espèce de sous-truc. Il voulait que ça contribue, comment dire, à l'enrichissement de l'anthropologie sociale et culturelle. Voilà, tel était l'anthropologie sociale et culturelle. Donc la maladie était un angle d'entrée intéressant et qu'il fallait prospecter, mais il ne fallait pas en faire toute une montagne, si je puis dire. Voilà. Ethnomédecine et autres. Voilà. Donc, mais on voit bien comment les choses se sont un peu spécialisées ensuite, etc. Puis, et puis, il y a eu la crise des paradigmes, tout simplement, c'est-à-dire le marxisme avec lequel on faisait de la monographie ethnique. C'était compatible, tout à fait. Bon, l'anthropologie économique des gourous, c'était pas des autres, c'était des gourous, même si ça servait de modèle, si vous voulez. Bon. Et donc, marxisme et monographie ethnique marchaient, structuralisme et monographie ethnique aussi marchaient, fonctionnalisme, enfin tous les grands courants de l'anthropologie, qu'elle soit britannique, française ou américaine. Voilà. Et tout ça s'est effrité. Donc moi j'ai assisté à ça, accompagné par une géographie qui était aussi très importante, qui donnait des méthodes de terrain, des terroirs, tout ça était très très utile. Tout ça s'est effondré, donc j'ai vu assister à ça. Et puis donc du coup, en effet, des jeunes chercheurs qui ont fait des terrains intéressants sur d'autres sujets. J'évoque alors le sida, par exemple, que j'ai encadré, a été voilà, beaucoup de gens ont travaillé sur le sida. Alors sur le sida, sur des sujets très particuliers du sida, je sais pas, sur l'annonce de la séropositivité, voilà, sur les migrants, voilà, il y a eu une diversité de choses. Bon, et puis après il y a eu d'autres choses. Donc petit à petit, et puis les noms, si vous voulez, les grands noms, petit à petit, ont disparu, si vous voulez, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'ils se retirent voilà, de la scène. Donc les références intellectuelles sont plus là. Alors il y a des gens intéressants qui sont là, avec lesquels on peut causer. Moi, j'ai vu quelqu'un comme Fassin, par exemple, était quelqu'un avec qui j'ai travaillé, et quelqu'un qui se fichait de ça. Lui, il se fichait de l'africanisme. Il a été africaniste, il a travaillé d'abord en Afrique, mais ce n'était pas son truc. Voilà. Il ne se situait pas. Après, il est parti en Amérique latine. Ensuite, il voulait développer une anthropologie morale. Enfin, il y a eu tout un... Et donc, voilà. Donc, y compris des gens un peu plus jeunes que moi, ils n'avaient pas ce sentiment nostalgique que moi je peux manifester, y compris maintenant, là, sur le milieu des années 70. Voilà, Didier Fassin a 7 ans ou 8 ans de moins que moi, donc il y a ce décalage, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est quelqu'un qui a plutôt accompagné presque ce mouvement-là, ce mouvement un peu de... Au fond, les terrains, on peut les faire n'importe où, en France, etc. Donc, autrement dit, puis l'africanisme a commencé, alors là aussi, moi j'ai vu le moment où l'africanisme, je l'ai vu, commencer à devenir critiquable, je veux dire, en lui-même. C'est-à-dire, ce qui était moins vrai des autres aires culturelles, c'est-à-dire américanisme, indianisme, enfin, sinologie, etc. Parce que l'africanisme, visiblement, a été marqué trop fortement, surtout en France, pour le coup, par le colonialisme, si vous voulez. Donc, alors qu'on n'était pas affecté, nous, par l'Amérique du Sud, par l'Inde. Voilà. Donc l'africanisme, il y a eu une suspicion sur le monde africaniste comme étant quand même fait de gens qui étaient malgré tout des héritiers de ça. Donc se dire africaniste a commencé à ne pas être un bon mot. Donc on disait, éventuellement on disait je travaille en Afrique. Vous voyez, il y avait des espèces de... Voilà. J'ai vu ça, moi-même à un moment donné, je ne l'ai plus dit, africaniste. Vous voyez, donc comme si ça ne faisait pas bien, africaniste.
Et alors ça, c'est peut-être spécifique à la France, c'est bien possible. En tout cas, on sentait bien que dans le regard des autres, etc. L'Orstom, là où j'ai travaillé, c'était une institution elle-même qui est devenue Institut de recherche pour le développement ensuite, dans les années 80, mais qui était même critiquée, si vous voulez, y compris en France, parce que trop marquée par ses centres de recherche en Afrique en particulier. Et des centres qui étaient des communautés dont j'ai parlé moi-même là, où il y avait des communautés extrêmement, comme celles que j'ai connues, très sympathiques, mais des communautés de Français venant avec femmes de mâles plutôt blancs, en l'occurrence, vous voyez, éventuellement avec enfants, etc., mais qui avaient peu de contact avec la population locale, et surtout il n'y avait pas que les sciences sociales. Il y avait des tas de disciplines, si vous voulez. Les disciplines, ils faisaient du labo, de la paillasse, etc., bien souvent. Et donc, les Africains, et moi, je dois reconnaître que c'était pas faux de faire cette critique, puisqu'il m'est arrivé de dîner chez des collègues orstomiens, je veux dire, je n'étais pas à l'aise, parce qu'ils tenaient des propos douteux, n'est-ce pas, sur les Africains. Donc, en effet, l'Orstom était entaché, si vous voulez, de quelque chose de, sinon colonial, néocolonial. Voilà. Donc, être chercheur à l'Orstom était pas très bon. D'ailleurs, moi, quand je suis devenu directeur du Centre d'études africaines, j'étais chercheur à l'Orstom. Donc, ça a quand même été une surprise, un chercheur à l'Orstom, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit un chercheur du CNRS. Voilà. Certes, j'avais été élu à l'école, mais j'étais encore chercheur à l'Orstom. J'ai fait toute ma carrière à l'Orstom. J'étais le premier chercheur de l'Orstom à être élu à l'école. Il y en a eu un deuxième après, Michel Agier. Hein, voilà, donc, il se trouve que quand même, j'avais noué des liens avec des gens du CNRS, etc. Donc, voilà. Mais quand même, donc, il y avait des détestations de la part de collègues du CNRS, des gens de l'Orstom, des gens de l'Orstom, de l'Orstom. Bon. Et comme l'Orstom a été quand même un grand animateur des études africanistes, si vous voulez, quand même, en termes de travaux empiriques, il y en a eu, hein, ça a aussi contribué à la disqualification, si vous voulez, hein, ça a participé. Hein, de la disqualification. Voilà. Donc, moi, je sais, quand j'étais directeur du Centre africain, j'essayais à tout prix non pas de revaloriser, mais je ne cachais pas que j'étais chercheur de l'Orstom. Je ne voulais pas en faire une affaire de honte. Vous voyez, il y avait presque un stigmate, si vous voulez, à cette époque, tout ça. Voilà. Donc, bien, et puis, ce qu'on pouvait reprocher aussi, et on ne s'est pas manqué de le faire, on ne se manque pas de le faire encore maintenant, c'est qu'après tout, les Africains sont arrivés quand même, les Africains ethnologues, si vous voulez, formés, etc. D'autant plus quand même, il y en a eu de formés qui ont fait des thèses avec Georges Ballandier, etc. Il y a eu même quelquefois, il y a eu des thèses quand même. Il y en avait un qui était, c'était Thomas, qui était des thèses en pagaille, quelquefois pas des bonnes thèses, si vous voulez. Donc voilà. Donc parce qu'il fallait être gentil, si vous voulez. Voilà. Donc il y a eu bien sûr beaucoup d'Africains, puis il y en a beaucoup qui ont trouvé après des postes d'emploi. Donc le milieu africaniste, pour parler plus généralement, s'est étoffé des Africains eux-mêmes, évidemment. Bon. Alors, ça ne s'est pas traduit véritablement, un peu, mais pas beaucoup en France, par une présence africaine dans nos laboratoires. Oui, il y a eu, au Centre d'études africaines, il y avait Likam Bokolo, qui était un historien, et il y avait Kagabo, qui était un Rwandais, et puis il y avait un ingénieur de recherche camerounais, qui était d'origine camerounaise. Mais tout ce monde-là était français, évidemment. Mais voilà, mais on était... Oui, voilà, on a alors il y avait quelques chercheurs au CNRS africains, mais pas beaucoup, etc. Donc si vous voulez, un reproche a commencé à pointer qu'on n'a pas été capable, le milieu que nous étions, le milieu français que nous étions, pas capable d'attirer vers nous, en France, pour ceux qui le souhaitaient,
étoffer nos propres trucs. Bon. Un type comme Achille Mbembe fait cette analyse, hein, cette critique. Il est très dur. Il est très dur à l'égard. Il est très dur. Il est d'ailleurs excessivement dur à mes yeux, mais bon, il l'est. Mais il a le droit de l'être, évidemment. Et donc, et quelques autres, hein, évidemment. Donc, il y a ce reproche qui a des raisons d'être, si vous voulez. Moi, ce reproche-là. Mais bon, ça peut s'expliquer, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Il y a eu un constat de fait, voilà. Et puis, alors, outre les thèmes de recherche qui se sont diversifiés énormément, il y a eu la mode du multisite, vous savez, Marcuse, etc. Donc, on est là, voilà, donc, etc. Donc, bon, très bien, je veux dire. Non, mais... alors, on fait un peu de terrain là, mais on en fait un peu là. Bon, bref... Et donc, les thèmes, le multisite, tout ça. Et puis, est arrivé post-colonial, alors, qui a en effet peu pris en France, mais qui rôdait en quelque sorte, puisque les États-Unis, quand même, en étaient porteurs, qui consistait au fond à dire, au fond, oui, il serait quand même temps que vous intéressiez de... Enfin, que les sciences sociales qui se sont consacrées en particulier à l'Afrique changent de point de vue, c'est-à-dire n'est plus un point de vue à partir de leur propre histoire, en quelque sorte occidentalo-centrée, en quelque sorte, et qui pensent à partir d'eux davantage, n'est-ce pas, à partir de l'Afrique elle-même. Bon, alors, bien sûr, d'une certaine façon, c'était un tout petit peu injuste cette critique parce qu'on s'aperçoit que malgré tout, l'anthropologie avait fait ça d'une certaine façon. Quand elle utilise le mana, elle utilise une catégorie indigène. Combien de gens ont fait des thèses dans les années 60-70 où quand ils parlent, ils traitent d'une catégorie africaine et ethnique. Je pense par exemple à la Kindoki, qui est la sorcellerie chez les, en Lingala, hein, chez les, bon, la Kindoki ou l'Inkisi, qui sont des fétiches. Bon, ben, les gens, comme la sorcellerie, c'est compliqué. Au lieu de dire sorcellerie, qui est un terme chargé d'histoire, propre à notre histoire à nous, il vaut mieux dire Kindoki. Et voilà, on dit Kindoki. Et presque, c'est devenu une catégorie presque à soi seule, la Kindoki. Donc, quand même, et puis on s'est intéressé aux savoirs locaux, il y a eu toute une période où les savoirs indigènes, ou les savoirs locaux, donc cette espèce de décentrement qui consistait au fond à épouser la cause indigène, en quelque sorte, avait été plutôt moins pris, d'autant plus que l'anthropologie en France, à travers le marxisme, n'avait pas cessé d'être critique, si vous voulez. Elle avait essayé de l'être, en tout cas, pour ce qui était y compris des catégories qu'elle utilisait, etc. Donc le post-colonial, on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Par contre, est arrivé, mais récemment, le décolonial. Alors là, c'est un cran supplémentaire. Parce que le décolonial, il faut décoloniser les savoirs. C'est ça qui est dit par les gens qui se revendiquent. Donc ça veut dire qu'au fond, les savoirs anthropologiques sont des savoirs marqués de domination. Hein, du sceau de la domination, et donc forcément faux. C'est-à-dire, enfin faux, en tout cas, problématique fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a en eux, dans les savoirs eux-mêmes, quelque chose qu'ils ignorent, en quelque sorte. Donc c'est foucalien un peu, au fond. Michel Foucault avait voilà, d'ailleurs, au fond, c'est Foucault qui a largement contribué à ça, mais c'est parti ailleurs et ça revient ici. Bon. Et donc, au fond, que dans le savoir, il y a de la puissance, où il y a de la domination, etc. Et donc alors, mettons que... Moi, j'accepterais volontiers cette idée-là. Je veux dire, après tout, il y avait une lucidité même par rapport à ça, dans la mesure où on savait qu'il
y compris nos terrains, pour le coup, avaient reposé largement sur des rapports qui étaient des rapports problématiques qu'on pouvait critiquer. Quand j'étais à l'Alstom, et quand j'ai commencé à faire mes premiers terrains, j'étais ce que j'étais, c'est-à-dire que j'étais un jeune blanc avec des enquêteurs ivoiriens qui avaient un rapport de patronat, si je puis dire, avec eux. Voilà. Donc il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, qui travaillaient avec moi, et donc voilà. Donc, et quand même, les gens du village ont vu en moi quelqu'un, même si j'avais 24 ans, que j'avais des cheveux un peu longs, ils ont vu en moi une figure de la domination, enfin, voilà, une figure dominante, évidemment. Bon. Donc, si vous voulez, là-dessus, moi, je vois très bien, et d'une certaine façon, je suis assez d'accord même. Hein. Mais de là à dire, une fois qu'on accepte ça, c'est-à-dire que les savoirs produits, que ce qu'on a écrit, que ce qu'on a finalement, au bout du compte, avec ces types de terrains, y compris nourris de domination, que les savoirs qu'on a produits, les textes, etc., seraient nuls et non avenus, seraient nuls et non parce que marqués, ou complètement à refaire, ou même à annuler en quelque sorte, parce que trop marqués, je dis non, parce que comment dirais-je, d'abord parce qu'il me semble que soit, ou alors on dit les sciences sociales, puisqu'elles sont occidentales, les sciences sociales, tous les grands noms de la discipline sont nés en Occident. Tous les grands noms. Ou on dit toutes les sciences sociales sont occidentales ou centrées, parce que nées en Occident, et donc tout ça demande à être complètement mis à bas. Et donc ça veut dire que l'anthropologie, que la sociologie, etc., sont, voilà. Alors, sont plus qu'à contester, à mettre comme... Et moi, je pense que, alors peut-être en effet, comme là en ce moment je pense tout haut, mais je pense que malgré tout, cette discipline a été capable, en effet, de produire des savoirs qui ont été eux-mêmes capables, à un moment donné, de critiquer les savoirs précédents, ou en tout cas de mettre... et de donner des sociétés non occidentales une vision tout à fait, tout à fait honorable, je veux dire, sur le plan de la comparaison entre eux et nous. Hein, sauf exception, parce qu'il y en a eu évidemment, mais quand Lévi-Strauss ou Evans Pritchard, tous les grands noms de la discipline, traitent des Nuer ou des Azandés ou des Kwaïtuls, je ne me souviens plus le nom de l'ethnie, il n'a pas beaucoup fait terrain, les Lévi-Strauss, mais bon, ils rendent compte d'un monde tout à fait, comment dirais-je, qui est élevé, je veux dire, qui est mis sur un plan, sur tous les plans, à la fois sur le plan de l'organisation sociale, mais sur le plan aussi, je dirais, des visions du monde, sur le plan sur le plan de leurs savoirs locaux, y compris. Griot le critiquait ô combien pendant toute une période sur les Dogons, je veux dire. S'il y en a un qui n'a pas cessé d'expliquer que les Dogons étaient les Grecs de l'Afrique, comme Germaine d'Éterlin, que la mythologie, que la cosmologie, que la cosmogonie, etc., des Dogons était quelque chose d'exceptionnel. Donc, si vous voulez, voilà une éthologie coloniale, en l'occurrence, parce que c'était dans les années 30 et 40, bon, qui rend compte d'une population jugée normalement primitive, etc., comme étant dotée des grandes qualités qu'on donne aux origines même de la civilisation occidentale, c'est-à-dire les Grecs en l'occurrence. Bon. Donc je trouve qu'il y a là
sur les savoirs produits, bien sûr, il y a des mauvais livres, il y a des mauvais trucs, mais enfin, quand même, sur tout ce qui a été produit depuis maintenant plus d'un siècle, hein, je veux dire, est quand même un patrimoine pour le coup, un patrimoine. Hein. Aujourd'hui, c'est un patrimoine extraordinaire sur lequel les populations elles-mêmes, surtout celles qui aujourd'hui réclament des droits, je pense davantage aux Amérindiens, par exemple, sur lesquels ils peuvent même s'appuyer. Bon. Donc, il y a là il y a quelque chose qui m'échappe, si vous voulez, dans la démarche décoloniale qui consisterait à considérer que tous ces savoirs anthropologiques sont marqués du sceau de l'Occident, de la domination et donc d'un certain mal, je dirais un mal au sens MAL, sans compter que ça peut être des mâles aussi. Et donc, et puis il y a bien sûr, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, mais ça va être trop court, mais il y a en effet des collègues africains, et je veux dire, qui sont des gens remarquables. Hein, bon. Et moi, j'en connais, et depuis, disons, les années 70-80, voilà, et je regrette infiniment qu'on les ait pas eus ici, mais après tout, ils étaient pas mal non plus là-bas. Hein, je veux dire, à être prof, à être enseigné, etc. Et j'ai encore quelques amis, mais beaucoup sont morts, des personnalités extraordinaires. Moi, Aris Memel-Fauté, je l'ai évoqué un instant, c'était un personnage à la fois intellectuellement et personnellement unique. Donc voilà, moi, par rapport à ça, pardon, je sais qui est qui, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui vaut et qui vaut moins, voilà.